Salut les joueurs de 40K, particulièrement les joueurs tôt. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tactica concernant l'enclave Farsight, un supplément que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui a complètement changé la manière que je jouais mes taux, alors que je ne jouais presque pas les Crisis. Maintenant, je les joue presque exclusivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'enclave Farsight, les Crisis sont rendus des choix de troupes. Il y a un choix compulsif, en tout cas obligatoire, de 3, une unité de 3 Crisis. Et par la suite, vous pouvez prendre n'importe quel choix de troupe du codex. Mais des Crisis en troupe, ça vaut énormément la peine. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Dans les trucs qui changent également, toutes les unités qui peuvent le faire doivent avoir les couteaux de Thalicera, les Bonding Knives en anglais. Ça change la donne, notamment en ce qui a trait au rapport qualité-prix des guerriers de feu, qui augmente de prix d'à peu près 11%. Ce qui fait que en choix de troupes, les Croûtes et les Crisis deviennent supérieurs, selon moi, là, aux guerriers de feu. Mais il n'y a rien qui empêche l'enclave Farsight d'avoir des alliés de l'Empire Tau, tant qu'il n'y a pas Onva et Shadow Sun dedans. Donc, un petit détachement allié Tau avec une lame de feu et une ou deux escouades de guerriers de feu. Ça va vous coûter moins cher que de les avoir dans votre détachement principal. Donc, ça vaut peut-être la peine à ce moment-là d'avoir des guerriers de feu dans votre armée. Bref, parmi les choses, j'embarquerai pas dans les équipements spéciaux auxquels ont accès les gens de l'enclave. C'est un petit peu trop... ça ressemblerait à vous donner gratuitement le contenu du codex. Et personnellement, à part l'équipement spécial du commandeur Bright Sword et les talismans, je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant. Le gros désavantage de jouer l'enclave Farsight, c'est que vous n'avez pas accès aux équipements signature de l'Empire Tau, parce que vous avez seulement accès à ceux de l'enclave Farsight. Et, comme je vous disais, mis à part la lame de fusion, pas grand chose de super intéressant dans ce codex-là côté équipement spécial. Mais bon. Une des choses qui a fait beaucoup jaser sur le net, ce sont les 8. Moi, je les déteste pas. Je les aime pas tous. C'est très, très, très dispendieux de les mettre tous ensemble. On parle quand même d'au-delà de 1000 points pour quelque chose, et même presque 1500 points. Pour quelque chose qui, selon moi, vaut pas tout à fait ses points. Même si on se fait une espèce de grosse unité là, de débile avec Farsight qui arrive dans le milieu de l'anime adverse sans dévier, je trouve pas que... bon, peut-être si on joue Apocalypse et encore. Bref, les 8, ce sont Farsight et ses lieutenants. Les 8 ne sont disponibles que si Farsight est votre chef d'armée, votre warlord, votre seigneur de guerre, pardon. Donc, ils ne sont pas disponibles si vous jouez l'enclave Farsight allié à vos taux. Et ils ne sont pas disponibles si vous prenez quiconque autre que Farsight comme chef d'armée, même dans une enclave Farsight. Donc, ça veut dire que ces commandants-là ne peuvent pas servir de choix de substitution de QG pour votre armée des enclaves Farsight. Alors, voilà. Le premier, c'est Farsight. Hein, moi, j'ai la vieille figurine. Là. Je vais certainement me racheter la nouvelle parce que même si l'ancienne avait de la gueule, la nouvelle est beaucoup plus belle. Donc, je vais probablement me la procurer sous peu. Farsight, on peut aimer ou pas. Moi, je vous dirais, si je veux pouvoir déployer comme je le veux, sans déviation, avec une unité qui a des fuseurs, c'est un incontournable, je vous dirais, parce que sinon, vous devez avoir soit des stealths avec des localisateurs, soit des alliés marines avec des localisateurs sur leur drop pod.
Et tout ça, c'est risqué parce que ces unités-là avec des localisateurs peuvent se faire détruire. Alors que Farsight, il va toujours arriver sans dévier, ce qui lui donne un avantage. Bref, moi je l'aime bien. Et ce qui me permet, c'est d'aller chercher les meilleurs de ces lieutenants. Et ces lieutenants, ils ne sont pas tous bons. Comme je vous disais tout à l'heure, oups, pardon, je me mets le doigt devant l'objectif. Ils valent quand même assez cher en points. Et c'est pas vrai qu'ils les valent tous leurs points, justement, parce que ils sont quand même d'une utilité un peu limitée. Dans certains cas, certains sont excellents, mais certains, je trouve que l'équipe de design de Games Workshop a un peu raté la cible dans certains cas. Je vais vous en parler davantage de ces cas-là, justement. Alors, bye bye Farsight. On va commencer dans l'ordre qu'ils apparaissent, dans le fond, dans la chose. Il y a le commandant Bravestorm, qui, selon moi, moi je le représente ici comme ça, là, avec une figurine de Warlord. La raison pourquoi, il est équipé d'une armure d'iridium, il a les gants en aguerre, il a un bouclier, des stimulants, il y a un plasma et un flamer. Puis ainsi que deux drones là, de tir, deux drones d'attaque. Ce gars-là est un bouclier, j'allais dire humain, un bouclier taux. Il a 4 blessures, il régénère, il ne peut pas être one-shoté à part par des armes psychiques ou très spéciales ou de force 10. Il y a 2 d'armure, sauvegarde invulnérable, 5 d'endurance, feel no pain. Ce gars-là est pas tuable. Donc, il peut être intéressant à mettre justement en accompagnement de Farsight et vous le mettez au devant de la formation. Par exemple, là, mettons que c'est toute une formation là, qui accompagne, vous avez Farsight qui a droppé dans le milieu, tout le monde se colle, et ce gars-là est un peu votre brise-lame. Là. C'est le bélier qui est en avant, là, qui va arrêter tout ce que l'ennemi va tirer dessus. Sa seule faiblesse, c'est la saturation. Si par exemple vous jouez contre d'autres autos, une gang de guerriers de feu va passablement l'amocher. Mais néanmoins, il va tellement avoir absorbé de tir que c'est toute votre unité qui se serait effondrée s'il n'y était pas. Il est passablement cher, là, il frôle les 200 points, mais c'est un bouclier là, d'une efficacité hallucinante pour toute escouade. Donc, lui, je vous dirais, il est dans les plus, il est, selon moi, très bien conçu. Il y a le légendaire sous-commandant Brightsword ou commandant Brightsword, dont on a entendu parler depuis des lustres, hein, cet élève de Farsight qui a été puni par les éthérés parce qu'il était trop sadique. Je dois admettre que je suis relativement partagé. Il a des fuseurs jumelés et il a les lames de fusion, qui sont selon moi la seule raison de le prendre. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un commandant de l'enclave Farsight comme second commandeur de votre armée, deuxième choix de QG, l'équiper de fuseurs jumelés et de la lame, sans prendre tout le reste des cochonneries qui font que Brightsword coûte 200 points. C'est hallucinamment trop élevé comme choix de QG pour ce qu'il fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lame de fusion, elle est très bonne parce que, bon, c'est un fuseur jumelé. Elle a Armor Bane en corps à corps, Force 8 AP1, quand même. Hein? C'est l'équivalent de frapper à coups de fuseur, justement, c'est ce que c'est. Et en plus, ça a la règle d'aveuglement. Aveuglement, pour les taux, c'est majeur parce que ça peut faire en sorte que votre ennemi passe à 2 de capacité de combat. Ce qui veut dire que tous vos taux deviennent compétents, et même très compétents si c'est des crisis, parce que ils vont toucher sur du 3. Ils vont blesser, règle générale, sur du 3 ou du 2, ce qui va faire que l'autre unité risque de se faire défoncer. Parce que quand même, une gang de commandants ou de crisis qui touche sur du 3, ça fait une grosse différence, même s'ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Bref, Brightsword, selon moi, trop cher.
Mais il y a moyen d'en faire une version plus, bon marché avec un commandant régulier de l'enclave Farsight. Donc, ben mon grand. Commandant Chavastos. Celui-là, selon moi, je ne vois pas l'intérêt. Chavastos coûte 9 points de plus que Farsight. Il est équipé de lance-flammes, de plasma, de bouclier, puis de rétrofusée. Il est le fun là, pour le fluff. Il y a la chip là, de Pure Tide. Mais il y a des rétrofusées. Encore une fois, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre dans l'unité qui ne coûtera pas 174 points et qui va avoir des rétrofusées. C'est à peu près le seul avantage qu'il a. Sinon, c'est un commandant régulier. Moi, je trouve qu'il il vaut pas ses points. Mais bon, c'est mon opinion à moi. Un autre, gars de l'entourage de Farsight qui est, ma foi, pas, pas super. C'est Aracon. Lui, il a le Aerial Fragmentation Projector, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, le canon ionique, là, qui est maintenant meilleur qu'il était selon moi, même s'il tire moins, et une arme à plasma. Bon, déjà en partant, 3 armes, on en parlera tout à l'heure de la configuration des Crisis, mais 3 armes dont aucune n'est un lance-flamme et aucune n'est jumelée, je comprends pas. Il n'y a jamais un moment où tu ne seras pas déchiré entre ces 3 armes-là, sauf si tu es à plus de 18 pouces, auquel cas, ben, tu vas toujours prendre le plasma, mais je ne comprends pas cette configuration-là pour 169 points, même si l'espèce de truc de tir en défense, le répulseur, puis 2 drones d'attaque, je le vois pas. Encore une fois, là, il me fait penser à Chavastos en à peine moins cher. Donc lui, moi je le prends jamais là, quand j'ai le choix. Le prochain, c'est Oblotai. Oblotai, je suis un peu partagé. C'est un broadside en choix de QG. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça vous permet d'avoir un broadside personnage indépendant. Ce qui est, bon, pensez-y là, 30 secondes, là, c'est vraiment pas désagréable. Vous pouvez avoir un broadside dans une escouade de guerriers de feu, dans une escouade de Crisis qui n'arriverait pas en Deep Strike. Vous pouvez l'avoir dans une unité de broadside, ce qui fait que ça vous fait 4 broadsides dans la même unité, avec un total de, parce qu'il vient avec ses drones, avec un total de 8 drones dans une unité. Puis si vous le combinez avec Torchstar ici, dont on parlera un petit peu plus tard, il y a de quoi là, de dément à faire avec ça. Bon, Chazra Blotaille, là, dans le background, ce qui vous explique, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est basée sur l'original Oblotai, qui est un vieil ami de Farsight. Mais sinon, il est en tout point pareil à un broadside qui aurait les missiles puis qui serait anti-aérien avec des drones et un Seeker Missile. Donc, ce gars-là est une batterie anti-aérienne très efficace. Donc, vous pouvez le mettre, comme je vous disais, soit avec des Crisis anti-aériens, soit avec les missiles, ou dans une unité de broadside qui sont tous équipés comme lui. Et là, vous allez avoir une puissance de feu, ma foi, pas négligeable. Il vaut 128 points. C'est le prix là, d'un chasse-vraie régulier. Il a toutes les mêmes statistiques qu'un chasse-vraie, mais il est personnage indépendant. C'est son attrait principal. Donc moi, quand les points me le permettent, je le prends. Surtout si vous prenez Torchstar. Torchstar, c'est votre seule manière d'avoir les senseurs multispectraux
dans l'unité, dans l'armée de Farsight. Elle vaut 150 quelques points. Elle n'est pas mauvaise. Donc, elle vient avec 2 lance-flammes, target lock, très important, contrôleur de drone, elle a 2 drones marqueurs, justement les senseurs multispectraux et le NeuroWeb Jammer là, qui donne surchauffe aux armes ennemies là, d'une unité par tour. Donc, l'attrait de ce personnage-là, encore une fois, personnage indépendant, donc elle peut accompagner des snipers, et les snipers, vu qu'elle ne tirera pas, vont ignorer la couverture. Contre des tyrannides, ça peut être bon. Sinon, vous la placez dans votre escouade de broadsides et ils ignorent la couverture. Les broadside interceptors ou Skyfire deviennent d'une violence inouïe, qu'ils soient équipés de canons-rails ou de missiles. Elle les rend doublement efficaces. Là, je veux dire, les volants qui n'ont plus de cover, les motos n'ont pas de cover, peu importe ce sur quoi vous tirez, ça n'a pas de cover. La faire accompagner des snipers, ça peut être très efficace aussi contre des créations monstrueuses. Mais bon, c'est vous qui voyez là, ça, à quoi vous voulez l'utiliser. Mais à 150 quelques points, 154 pour être précis, c'est un excellent investissement. Bon, le 8e, je ne l'ai pas, c'est Ovessa. C'est un Riptide. Je ne suis pas encore capable de passer la barrière psychologique de ces gros robots-là qui me donnent l'impression de jouer à Goldorak. Excusez, ça vient de trahir mon âge. Mais Ovessa est une excellente addition. Bon, il vaut 300 points. C'est incroyablement dispendieux. Déjà que la figurine est, selon moi, hors de prix, même si c'est une belle figurine. Elles sont superbes, là, les Riptides. Ce qui est très, très, très intéressant, c'est que, encore une fois, c'est un personnage indépendant. Donc, créature monstrueuse, personnage indépendant. Vous pouvez donc l'adjoindre à un autre Riptide. Ce qui fait que c'est très, très, très violent. Parce que vous jouez, là je vais simuler avec ces deux bonhommes-là. Vous avancez vers les lignes adverses. Bon, on se mange des points de dégâts, se mange des points de dégâts. Bon, ben, vous switchez. Hop, c'est maintenant lui qui est en avant. Se mange les points de dégâts, se mange les points de dégâts. Si vous avez des alliés Eldar avec le pouvoir d'Archon, qui permet de redonner des points de vie. Vous avez une unité d'Archon qui vous suit en arrière, qui repompe des points de vie dans vos Riptides. Et vos Riptides, lorsqu'elles ne sont pas tuées dans la phase adverse, ben, elles sont presque assurées d'être de retour à pleine capacité à la fin de votre phase à vous. Ce qui les rend assez difficiles à dégommer. Mais bon, faut vouloir jouer des Riptides. Moi, en élite, quand tes crisis sont des choix de troupes, ben, ton choix d'élite automatique, ça devient des stealth avec des localisateurs pour que même si tu ne joues pas Farsight, tes gens aient de fortes chances d'arriver sans se disperser. Ça vous fait des escouades à 113 points avec le localisateur, le chasse-vré, les couteaux, tatata, vous pouvez avoir un fuseur à ce prix-là. Ça devient très très difficile de ne pas jouer des stealth parce que c'est plus un choix entre les élites et au niveau des élites là, lorsque tes crisis sont des choix de troupes. Sinon, pour ce qui est de Farsight, les broadsides sont toujours aussi intéressants. Tout l'ensemble du codex est tout aussi intéressant. Ce que ça change, c'est votre choix d'élite et vos choix de troupes. Des crisis en troupes, je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas jouer une équipe de crisis quand vous faites ça. C'est juste trop bien. Voyez-vous, vos crisis vous coûtent 23 points à place de 22 puisqu'elles sont toutes équipées des couteaux Talicera. Et compte tenu qu'elles peuvent saisir des objectifs, elles ne donnent pas de points sauf dans une mission de kill point, c'est un incontournable d'avoir au moins 3 unités de crisis quand vous jouez l'enclave Farsight.
Et ben, tant qu'à faire, vous êtes aussi bien d'avoir aussi également des stealth suits qui vont vous faire arriver pas mal là où vous le désirez. Si vous ne voulez pas la jouer en frappe en profondeur, ben, vous pouvez rester dans le fond avec des unités qui lancent des missiles. Quoique vos broadsides sont là pour ça maintenant. Donc, l'armement ultime chez les toits, à part si vous jouez contre des tyrannides, c'est le fuseur maintenant. Force 8 Melta à 18 pouces. Ça fait en sorte qu'à 9 pouces, vous faites 2d6 plus 8 de pénétration d'armure. C'est force 8, AP1. Ça one-shot à peu près l'ensemble de vos adversaires et ça le fait quand même à une distance assez respectable. Donc, vous en mettez 2 par crisis, ce qui coûte à peu près une trentaine de points par crisis. Et le troisième système, ben, plutôt que de mettre un système, vous mettez un lance-flamme. Les lance-flammes coûtent 5 points dans cette édition-là. C'est à peu près le prix de la plupart des systèmes de support. Sauf que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que si jamais vous jouez contre des hordes, si jamais vous jouez euh, et que, bon, de tirer au fuseur, vous vous dites, je vais rien que tuer un gars, alors le lancement vous donne de meilleures chances. Si vous jouez contre quelqu'un qui utilise beaucoup la couverture, euh, le lance-flamme s'impose comme système secondaire sur votre crisis, d'autant plus que si vous vous faites charger 3 fois un des 3 d'attaque de lance-flamme dans l'unité qui vous charge, c'est plus efficace que n'importe quelle arme qui va tirer en contre-charge, même si vous avez le système là, de défense qui fait que vous tirez avec un score balistique de 2 plutôt que de 1 pour le tir de contre-charge. L'autre option que vous pouvez avoir, ben, il y a 2 autres options là, qui sont viables pour les crisis. Le plasma, à part si vous êtes certain de jouer contre des Marines, ne perdez pas votre temps. Il ne peut pas péter des véhicules. Il est entre guillemets seulement force 6. Bien qu'il soit AP2 et qu'il ne surchauffe pas et qu'il tire à 24. Tant qu'à moi, le fuseur, maintenant qu'il a une portée de 18, bat de loin le plasma, vu qu'il coûte le même nombre de points. Les missiles, toujours une bonne option. Ça tire à 36, 2 fois, c'est PA4. Ça peut être bon. Dépendamment là, de si vous voulez rester loin de l'ennemi ou si vous voulez vous rapprocher. L'autre arme qui a gagné du galon dans cette nouvelle édition, c'est le canon à impulsion. Assaut 4, si vous en avez 2, ça vous coûte 20 points sur votre crisis. N'achetez jamais ça jumelé. Là. Pour 5 points de plus, vous l'avez doublé. Et à ce moment-là, c'est comme si vous avez une arme Assaut 8. Assaut 8, ça devient. Ça tire. Là. Si vous en avez 3 dans votre unité, ça fait 24 tirs de force 5 qui vont se rendre à 18 pouces. Ça vous dégomme de l'orque et du tyrannide et ça vous dégomme du terminator parce que ça fait quand même 18 tirs. 18 tirs qui vont toucher 9 fois contre des terminators qui vont blesser 6 fois. Ben, normalement, ça veut dire que chaque unité tue un terminator. Si vous êtes chanceux, il va en tirer plus. Donc, c'est probablement un bon choix, mais c'est surtout contre les hordes là, que vous allez vouloir vous en servir. Surtout si vous avez un lance-flamme en système de soutien. Après, si vous êtes proche, ben, vous utilisez le lance-flamme mais seulement qu'un des canons à impulsion. Si vous êtes un petit peu plus loin, double canon à impulsion et ça peut faire très mal. Ça peut dégommer du char léger, très léger. Ça fait le travail contre à peu près tous les types d'infanterie, sauf peut-être les créatures monstrueuses où c'est un peu moins efficace, mais vous allez l'avoir avec la saturation. Les crises en troupe, excusez-moi, je fais un peu du coq à l'âne. Les crises en troupe sont excellentes dans toutes les missions. C'est très résilient, c'est mobile. Votre 2d6 de mouvement de rétrofusée devient très intéressant parce que vous pouvez aller chercher des objectifs avec ça. Vous avancez, vous courez, vous sautez jusqu'à l'objectif.
ça devient très méchant pour votre adversaire de devoir résister à ça. Vous avez quand même beaucoup d'endurance, une bonne sauvegarde d'armure. Si vous utilisez le terrain à votre avantage, ben, vous allez vous éviter les tirs de canon laser, en tout cas les éviter. Avoir une chance de survivre. Et ça devient quand même fortement intéressant. La relique, avec des crises, ça devient une partie de plaisir. Vous pouvez arriver, vous arrivez, bon là je mets un peu ça, c'est le conte de fées, là. Farsight arrive, ne dévie pas, elle prend la relique, à son move, tout le monde tire, et après ça, vous reculez de 2 d 6. Bon, vous décidez de ne pas reculer plus de 6, mais c'est quand même, vous pouvez reculer pendant votre phase de charge, même si vous ne chargez pas vous. Les Eldar n'ont pas cette mobilité-là, à part avec leur moto, parce que courir, ça vous fait perdre la relique. Alors leur habilité là, de Battle Focus ne sert à rien contre la relique. Et pour la plupart des autres missions, ben, aller chercher des objectifs, c'est toujours bon. Vous pouvez rentrer pour aller chercher Linebreaker. Si vous faites bien votre affaire avec Farsight, Slay the Warlord, ça devient relativement facile, puisque si vous avez plusieurs personnages de Farsight, plus un chasseur dans votre unité, il y a quand même plein de gens qui vont pouvoir décider de tirer sur le seigneur de guerre. Ça peut commencer à faire très mal. Donc, ça peut être très, très... En tout cas, moi, je ne vois pas d'autre manière de jouer Farsight si ce n'est avec les crises. Et puis, ben, ça fait pas mal le tour. Je voulais vous parler des 8 surtout. Je voulais vous parler des crises comme choix de troupe. Les autres choix, ben, comme je vous disais, les Stealth and Elite, si les points vous le permettent. Peut-être une escouade de Croûte, si vous avez quelques points et puis que vous n'avez pas beaucoup de crisis, parce que quand même, il y a très peu de gens qui en ont plus d'une dizaine. Si vous en avez 20 quelques, ben, vous pouvez jouer les 8 puis, et puis tous vos choix de troupes en crisis. Mais bon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points. Les Broadside sont quand même très intéressants. Les Hammerhead et les Skyray sont très bons aussi en choix lourd. Les Snipers, moi je les adore dans cette nouvelle édition-là. Depuis que les modules de contrôle de drones, les drones snipers sont devenus très très efficaces. Les V-Speed, ben, c'est toujours de la merde, fait que cassez-vous pas la tête. Les Pathfinders, très intéressant si vous n'avez pas de drone marqueur contrôlé par un commandant, ça peut être bon d'avoir des Pathfinders à la place. Ce sont quand même même s'ils sont moins efficaces pour utiliser le marker light que les drones accompagnés, ben, ils ont leur carabine à impulsion qui fait quand même des dégâts. Si vous arrivez en outflank avec, ils deviennent intéressants pour Linebreaker. Puis bon, une gang de tir de force 5, ça arrive à l'arrière d'un véhicule, ça peut faire très mal. Les dévastateurs apprécieront pas non plus. Donc, c'est quand même un choix qui peut s'imposer, dépendamment de comment vous voulez la jouer. Moi, avec Farsight, je joue moins le Marker Light parce que justement, je m'arrange pour pas avoir à me soucier de la couverture. Donc, mais bon, il y a plusieurs manières de jouer à ce faible jeu. Alors, ben, c'était mon petit Tactica qui tire à sa fin. On approche de la demi-heure et peut-être que la plupart d'entre vous ont arrêté d'écouter après 5 minutes. Donc, ben, si vous avez écouté jusqu'à la fin, sentez-vous libre de ne pas être d'accord avec moi, de m'écrire un commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis, ben, si vous avez d'autres idées que les miennes, n'hésitez pas à les envoyer. Je les testerai, si vous voulez, lors de mes prochains matchs de mon armée de taux.